Charles, tu m'entends bien? Ouais, Parfait. Bonsoir à tous. Déjà, merci à tous d'être venus ce soir. C'est la première conférence de Curiosity de l'année. Du coup, le premier invité, c'est Charles, donc un ancien élève de l'école qui travaille actuellement à l'entreprise Caltech, en tant qu'ingénieur système embarqué. Et du coup, il vient ici pour nous parler un peu de ce qu'il fait et nous présenter son métier dans le domaine du spatial. Voilà. ok, je commence alors. Merci Zoé pour l'introduction. Du coup, je vais vous parler un peu de ce que je fais à Caltech. Mais d'abord, avant de commencer, je vais quand même un tout petit peu parler de comment je suis arrivé là, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent quand on me contacte, quand des anciens ou quand des élèves de l'ESEO me contactent pour trouver des stages. Ils me demandent comment j'ai fait pour arriver à Caltech. Euh, Donc, j'espère que les slides vont marcher. Ouais. Du coup, ouais, j'ai été diplômé il y a 9 ans, en 2016, à la promotion Fourier. Et donc, comme Zoé l'a dit, je suis ingénieur de recherche à Caltech, donc au California Institute of Technology. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Caltech, mais c'est l'université de Sheldon dans The Big Bang Theory, la série The Big Bang Theory. Et donc je suis spécialisé dans les systèmes embarqués, les logiciels de vol de satellite, et maintenant je commence à un peu plus grossir et je fais vraiment tout ce qui est système en général de charge utile pour satellite. Mon premier stage, je l'ai fait, bon, très rapidement, ça c'est des slides, j'ai fait une collection un peu de slides que j'avais déjà présentés à l'ESEO. Donc ça c'était des slides que j'avais présentés pendant je crois un forum des métiers. Donc mon premier stage en I1, c'était en 2014, donc ça remonte quand même un peu. J'avais fait au CS Bio, j'avais fait un petit logiciel mignon en C. Ça avait bien marché, hein, mais c'était vraiment mon premier logiciel en C, j'étais assez fier. Et une interface Java magnifique avec ce bleu ciel. Qui était utilisé pour en fait faire de la classification de paysages à partir d'images satellites. Et donc ça c'était vraiment un premier stage plus que axé programmation, je dirais. Et à l'époque j'étais pas vraiment intéressé dans le spatial, je dirais. Enfin ça me bottait vraiment, mais c'était pas, je pensais pas que j'allais finir forcément à faire des satellites. Et j'avais trouvé ce stage à travers le carnet d'adresses de Zéo, des stages précédents qui avaient été faits à l'ECO. Ensuite, le deuxième stage, j'ai fait à Thales, donc en deuxième année d'ingénieur, à Cannes, au bord de la mer, c'était très sympa. C'est une petite photo de sable blanche à Cannes, c'est pas moi qui l'ai prise. Et là, j'avais bossé beaucoup plus sur tout ce qui était électronique, toujours à faire du logiciel quand même, mais c'était beaucoup plus axé électronique, où là, je bossais sur des cartes qui protègent les satellites et qui empêchent les satellites d'être cramés en fait par des overcurrent, overvoltage, undervoltage, donc tous ces termes dont j'ai oublié la traduction en français, je suis vraiment désolé. Euh, mais en gros, quand on teste des satellites au sol, on a très peur de ce genre de situation. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une situation qui aurait pu bénéficier d'avoir ces cartes. Mais on les avait pas du coup à Caltex, c'est vraiment des cartes que Thales fait. Et je dirais que ça c'est pour des satellites qu'on appelle satellites de classe A, donc c'est des satellites qui sont vraiment très très chers et qui n'ont pas, qui ne peuvent pas, qui sont too big to fail, en gros, euh, qui ne doivent pas être endommagés vraiment. Alors que nous, ce qu'on fait à Caltex, c'est vraiment plus des satellites de classe D, donc très haut risque et enjeu assez bas, mais du coup très haut risque. Donc ça, c'est la différence un peu entre les deux. Et donc le troisième stage, mon stage de fin d'études, je l'ai fait à... Ah, pardon. Et le Thales aussi, encore, pareil, une fois, c'était la même chose. J'avais fait à travers le carnet d'adresse de Zéo, donc j'avais trouvé quelqu'un à l'ESEO qui avait fait un stage à Thales et je lui avais envoyé un email et il m'avait filé l'adresse de son mentor. Et pareil, au CNES,
pareil, ça c'était mon stage de fin d'études et j'ai aussi contacté encore une fois quelqu'un qui avait fait un stage au CNES et là j'avais réussi encore à aller au CNES et là j'ai rejoint en fait le programme Janus qui est un programme vraiment de étudiants et donc là vous pouvez voir l'équipe où on n'était que des étudiants et on a développé en fait un, un satellite, un CubeSat 3U. Donc pour ceux qui sont familiers avec un peu le concept d'unité, donc c'est vraiment 10 cm3. Et ce CubeSat, donc, qui s'appelle ICESat, il a pour mission d'étudier la lumière zodiacale. Donc c'est cette poussière qui est galactique, qui est illuminée par le Soleil et qu'on peut voir depuis la Terre. Donc ça c'est un détail un peu de à quoi ressemble ICESat sans ses couvertures, donc avec des caméras pour regarder la poussière zodiacale, des filtres, des antennes, des cartes de puissance de l'ordinateur de bord. Donc vraiment un CubeSat à part entier. Et mon boulot c'était de tester l'électronique de bord et à travers le logiciel de vol en fait, et donc de valider le logiciel de vol à travers l'ordinateur de bord et le flight software. Et donc là, vous pouvez voir encore une carte, la carte qu'on a utilisée du logiciel, de l'ordinateur de bord, qui est la même que celle qu'on a utilisée sur notre mission, dont je vais vous parler longuement dans un instant. Et là, ici, c'est une carte radio qu'on est en train de tester aussi à travers le logiciel de vol, avec un analyseur de spec qui vérifie bien qu'on a la bonne bande S dans ce cas-là, qui passe sur cet écran. Donc l'ICESat a été lancé en 2019, décembre 2019, et la mission, je crois, s'est conclue très récemment. C'était les premières photos. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de photos que ça. Moi, je suis parti de France en 2018, donc j'ai pas forcément eu toutes les dernières photos qu'ils ont prises, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'était des très belles photos qu'on a prises au début de calibration du système. Et donc en fait du CNES, je suis allé au JPL à travers un master spé que j'ai fait à Supaéro, à l'ISAE Supaéro, pour vraiment approfondir ce que j'avais appris à l'ESEO. Donc à l'ESEO, les 2 dernières années, j'étais spécialisé en système embarqué. Et là, j'étais vraiment super intéressé dans les systèmes embarqués, ça me bottait vraiment. Donc j'avais envie de faire une 3e année. Ou une 4e année du coup d'ingé. Ouais. Et donc je suis allé faire un Master Spé à Supaéro et à travers ce Master Spé, je suis allé faire un stage au JPL. Et je pense que vous êtes peut-être tous familiers avec le JPL. Et l'idée du JPL, c'est de faire principalement des missions non habitées. Donc ils ont bossé sur Voyager par exemple dans les années 70, qui volent toujours actuellement, et les premiers rovers martiens jusqu'au dernier Perseverance. Et là, ça c'était une photo que j'avais prise depuis la salle blanche du JPL où on voit Perseverance à gauche, l'atterrisseur et le Mars hélicoptère tout petit qui est là. Et au JPL, bon, j'ai pas du tout bossé sur Mars 2020. Mais j'ai bossé sur Lunar Flashlight, donc c'était un CubeSat encore une fois, comme ICESat. Et l'idée c'était de venir étudier les calottes glaciaires du pôle sud de la Lune avec un laser. Et j'ai aussi bossé sur Nia Scout, qui était un CubeSat 6U qui est aussi avait pour but d'étudier les astéroïdes qui passaient en fait, qui passent près de la Terre en fait. Donc c'est Near Earth Asteroid Scout. Et donc vous avez cette grande voile solaire qui lui permet de se propulser proche des astéroïdes. Et donc là j'étais beaucoup plus encore une fois axé pareil comme au CNES, avionique, logiciel de vol, test du système en fait à travers le logiciel de vol. Et donc on a développé aussi un bootloader pour l'ordinateur de bord ici que vous pouvez voir, avec un système en chip, un FPGA. Ça c'est vraiment l'ordinateur de bord classique, je dirais, de beaucoup de satellites et de missions spatiales. Et donc ici vous pouvez voir le logiciel de vol qui tourne et qui teste en fait l'électronique de contrôle du laser de Nia Scout et aussi de Lunar Flashlight. Et ensuite, ces deux satellites ont été lancés et pour vous donner une petite
petite nouvelle des satellites. Alors Nia Scout, malheureusement, il ne s'est jamais allumé. Donc c'était assez triste quand même. Donc on a été déployé de la mission Artemis, qui a été la première mission après Apollo à aller autour de la Lune, qui a été faite par la NASA. Et donc on a été séparé du Space Launch System, de la fusée avec laquelle on a été lancé dans l'espace, mais Nia Scout ne s'est jamais allumé, donc ça a été problématique. Pour Lunar Flashlight, il s'est bien allumé. Et le problème, c'est que le système de propulsion, c'est un système de propulsion qui était censé être un peu plus écologique et qui utilise moins en gros de produits chimiques que les systèmes de propulsion classiques. Et en fait, les tuyères de ce système de propulsion, elles se sont coincées un peu à force d'utiliser la propulsion. Et donc, ça a fait un genre de bourrage dans le système de propulsion, et ce qui a fait qu'on n'a pas pu en fait rejoindre l'orbite qu'on voulait autour de la Lune. Et donc, on est passé quand même, on a rejoint une certaine orbite, mais ça ne permet pas en fait de remplir la mission et de passer vraiment très proche de la Lune pour étudier les calottes glaciaires. Donc ça, c'était vraiment deux CubeSats sur lesquels on a beaucoup bossé. Bon, ce qui était bien quand même pour Lunar Flashlight, c'est que le logiciel de vol, le bootloader, tout ce sur quoi on avait bossé, ça a super bien marché. Mais malheureusement, la propulsion n'était pas là. Donc tout ça pour vous dire que on peut passer beaucoup de temps à faire des missions spéciales, et des fois ça peut être très frustrant parce que ça ne marche pas. Mais ça ne nous empêche pas de passer à la mission suivante. Et donc là, pour l'instant, je vais vous parler du coup aujourd'hui de la mission qui s'appelle Dolce. Dolce, ça veut dire Deployable On-Orbit Ultralight Composite Experiment. En gros, c'est une mission qui a pour but de déployer une structure déployable ultra légère et composite. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et donc tout ça fait partie du Space Solar Power Project, et donc de la mission de démonstration 1 du Space Solar Power Project. Et donc je m'excuse d'avance parce que les slides sont en anglais, et entre le feu à Los Angeles et la conférence de la semaine dernière, je pensais avoir le temps de tout traduire en français, mais je n'ai pas eu le temps. Donc j'espère que ça vous ne dérange pas de lire en anglais et de m'écouter en français. Donc le concept un peu du Space Solar Power, ça a été formulé par Peter Glaser, donc c'est un ingénieur de la NASA dans les années 60, où il décrit en gros qu'on pourrait capturer l'énergie solaire et la transférer sous forme de micro-ondes jusqu'à la Terre. Et donc aujourd'hui, Caltech rend ce concept réalité en fait en se focalisant depuis 2013 sur 3 axes de recherche. Le premier, c'est des structures ultra légères et déployables, et les mécanismes qui déploient ces structures. Et donc vous pouvez voir en fait une flotte ici de 60 mètres carrés, de structures de 60 mètres carrés ici, qui sont assemblées en fait les unes à côté des autres, et qui viendraient capturer l'énergie solaire et l'envoyer sur la Terre. Et donc ça, c'est cette étude est dirigée par Sergio Pellegrino, qui est aussi mon boss. Donc moi, je fais partie de ce premier groupe. Donc des structures, du groupe structure. Le deuxième groupe, c'est le groupe dirigé par Harry Atwater, et eux, ils se focalisent beaucoup sur tout ce qui est solar cells, donc tout ce qui est photovoltaïque, pliable et ultra efficace, du coup pour capturer l'énergie solaire. Et le troisième groupe, c'est le groupe de Ali Engineering, qui lui se focalise sur tout ce qui est transfert transfert d'énergie, pardon. En utilisant des CMOS Phased Array Antennas. Donc ça, c'est en français, c'est des antennes à transfert de phase, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et donc l'idée, c'est de vraiment venir récupérer l'énergie qui est donnée par les solar cells de Harry, et ensuite de la convertir et de pouvoir la focaliser, à la fois la focaliser et la diriger en fait. Donc c'est pas seulement l'envoyer sur la Terre, mais c'est aussi la diriger. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de Phased Array Antenna pour pouvoir changer l'angle de transmission en fait de cette énergie. Donc ça, c'est assez important. Et donc en gros, on a lancé une mission l'année dernière, non, c'était en 2023, janvier 2023, pour un peu démontrer la maturité de ces trois
de ces trois technologies avec trois objectifs. Donc le Dolce, qui est l'un des premiers objectifs, l'une des premières charges utiles, on appelle, qui avait pour objectif de déployer cette structure de 1,7 mètres carrés. Donc il y a un prototype de la structure de 60 mètres carrés dont je vous ai parlé juste à l'instant. ALBA qui caractérise 32 cellules solaires, donc venues à la fois de Caltech, mais aussi de tout plein d'universités, à la fois aux États-Unis, mais aussi internationales. Et Maple qui a envoyé en fait de l'énergie micro-ondes, donc sur une distance de 30 cm, à la fois sur un axe vraiment perpendiculaire aux antennes, mais aussi sur le côté de la boîte dans laquelle on a envoyé ALBA. Donc ça a démontré qu'on peut vraiment diriger le faisceau électrique, et aussi jusqu'à Caltech en fait. Donc on avait aussi une petite fenêtre, je vais vous montrer ça, et on peut diriger en fait l'énergie micro-ondes. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous parler de Dolce. Je fais pas partie des équipes de ALBA et Maple, vraiment pour vous parler du transfert électrique ou des cellules solaires. Mais ça reste quand même. J'ai quand même bossé en fait principalement du coup, sur Dolce, mais j'ai aussi développé tout le logiciel de vol pour contrôler ALBA et Maple et toute l'électronique en gros pour interfacer ALBA et Maple avec le satellite sur lequel on vole. Donc le satellite sur lequel on vole, c'est un satellite qui est fait par Momentus Vigoride, ça s'appelle Vigoride, c'est une compagnie qui est à San Francisco. Là, vous pouvez voir en fait Dolce au centre du satellite, ALBA à droite avec les 32 cellules solaires, et Maple dans sa petite boîte avec une petite fenêtre ici. On va voir des vraies photos pour un peu plus voir à quoi ça ressemble. Là, on a le déploiement un peu rapide de comment Dolce se déploie avec les caméras qui sont déployées en haut de ces trois mâts et la structure et le mécanisme de Dolce. Et ici, on a une boîte avionique pour contrôler en fait toute la charge utile, en fait, les trois expériences. Très rapidement, là ça rentre beaucoup dans les détails de tout ce qui était structure, donc je vais vous épargner ça, mais en gros, la structure elle est faite en fibre de carbone. L'idée c'est qu'on vient mettre ensuite comment on appelle ça, du carton, donc ce film orange qu'on voit souvent dans l'espace ou qu'on utilise aussi pour les PCB, donc tout ce qui est PCB flexible, on utilise du carton aussi. Et donc l'idée c'est qu'on cette structure en fibre de carbone, elle vient porter une membrane en carbone, en carton, et dessus on vient installer des photovoltaïques, des solar cells sur le dessus, et de l'autre côté des microwave phaser antennas, donc des antennes micro-ondes à transfert de phase. Et donc l'idée, oui, c'est de développer une structure de 60 mètres carrés, mais nous, pour Dolce, on a développé une structure qui tient sur 2 tables optiques. Bon, on n'avait pas 60 mètres carrés on n'avait pas vraiment 60 mètres carrés pour faire cette structure, donc ça fait quand même une grosse structure, 60 mètres carrés. Et l'idée, en fait, là, du coup, c'est qu'on a aussi enlevé tout ce qui était Capton, donc on n'a pas vraiment de simulateur des PCB qui vivraient sur la structure. Donc vraiment, là, on teste vraiment le squelette de la structure en elle-même. Ça, c'est une vidéo de un peu à quoi ça ressemble quand on plie la structure en forme d'étoile. Donc c'est un peu basé sur tout ce qui est origami et technique de pliage. Là, on vient insérer la structure ensuite dans le mécanisme. On vient ensuite fermer le mécanisme. Et ensuite, ici, on vient en fait emballer la structure, ce qu'on appelle pressure wrapped. Donc c'est vraiment c'est dans l'emballage sous pression, avec encore une fois une membrane en carton. Bon, celle-là ne vient pas porter des PCB ou quoi que ce soit, mais on vient vraiment enrouler en gros la structure autour du mécanisme en utilisant cette membrane
en Captain. Très rapidement ici, là, parce que je n'étais passé beaucoup dans les détails pendant la conférence de la semaine dernière, un peu à comment fonctionne le système. Donc là, on a du coup ce tronc principal du mécanisme où la structure vient être attachée, et c'est là où en fait où on vient faire pivoter le mécanisme et enrouler la structure. Donc ça, on utilise un moteur ici que je contrôle avec toute l'électronique de vol. Donc on a ce système de pressure wrapping avec les films en Kapton et ces 4 cylindres. Et d'autres moteurs qui viennent tendre cette membrane en Kapton, donc vous les avez ici. Ces moteurs aussi, ils sont tous contrôlés par le logiciel de vol et de l'avionique de bord. Et ensuite ici, on a un système de release actuator, on appelle ça, d'actuateurs de déploiement qui viennent en fait mécaniquement libérer ces 4 bras articulés ici pour en fait laisser la structure se déployer. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on a 2 systèmes de mâts déployables. Donc on appelle ça des mâts, mais en fait c'est vraiment c'est un peu comme comment on appelle ça, des measuring tapes, des règles, vous savez, ces règles qui se rentrent à l'intérieur d'un rouleau. Je suis désolé, je deviens très mauvais en français, donc je suis désolé si je galère un peu. Donc là, on a ces déployeurs ici aux 4 coins du mécanisme qui portent en fait un système qui permet de tendre la structure quand on la déploie en fait aux 4 coins du mécanisme et en utilisant en fait un système de câble ici, de câble qui est tensionné, qui est tendu par encore une fois un tensionneur ici. Et un peu plus de câble ici pour éviter en fait que ces mâts ne se plient sur la gauche ou la droite en fait quand on les déploie en fait. Donc vous allez voir un peu plus, c'est très technique ici, mais ça va être un peu plus facile à digérer quand je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc ici on a ensuite un mât, un peu un selfie stick qui déploie en fait des caméras qui nous permettent de voir au-dessus du mécanisme. Donc un peu à quoi ça ressemble. Donc les premières opérations du système, là on vient déployer ce mât, ces 3 mâts en fait qui supportent 2 caméras. Donc on est environ à 1,2 mètres. Ça c'est moi avec mon énorme masque pendant le Covid. C'était en 2021 je crois, avec ma Charlotte. Donc là on est dans une salle blanche à Caltech. Je suis en train d'envoyer les commandes au logiciel de vol pour déployer ces 4 mâts qui viennent encore une fois donc tirer la structure quand on la déroule en fait du mécanisme. Là, voilà, je vais vous passer un peu les détails. Quoi d'autre et donc là on vient dérouler la structure donc en activant en fait les 4 moteurs qui sont de part et d'autre du mécanisme et un 5e moteur qui est celui qui tourne le tronc central. Et donc vous avez ensuite les câbles aux 4 coins du mécanisme avec ces mâts qui tirent en fait la structure. Là on vient étendre les mains un tout petit peu plus loin pour laisser place à la structure quand on la déploie. Et ensuite ici on vient déployer la structure en utilisant son strain energy qui est en français. Faudrait que quelqu'un traduise, j'ai oublié comment on dit strain energy en français. Et donc voilà, la structure est déployée, donc c'est vraiment un déploiement dynamique, je vais vous la remettre. En fait, vous allez voir en fait, beaucoup de déploiements qu'on a fait pendant 3 ans, donc ça nous a pris 3 ans à développer ce concept. Enfin même ce concept, je pense, a été développé il y a au moins 10 ans, mais ça nous a pris 3 ans à faire Dolce. Et donc ça a été à travers Covid, à travers beaucoup de prototypes et beaucoup d'itérations. Et au terme de ces 3 ans, vraiment ce qu'il faut quand on développe une mission qui est amenée à aller dans l'espace, ce qu'il faut c'est vérifier qu'on peut survivre au lancement et au vide spatial. Et donc il y a 2 tests principaux qu'on fait.
l'un, c'est de tester tout ce qui est électronique de vol dans ce qu'on appelle des chambres à vibro thermique. Donc ça, c'est une toute petite chambre qu'on a ici à Caltech, mais qui est bien pratique parce qu'on vient ensuite tirer tout l'air en fait de cette chambre. On vient fermer cette chambre ici, donc ça, vous avez cette plaque qui vient s'insérer ici. Ici, c'est notre boîte avionique qu'on a développée nous-mêmes à Caltech, avec tous les ordinateurs de bord, les cartes de puissance, tout ça. Et donc on vient tester en fait dans le vide et en modifiant en fait les températures ici de cette plaque, donc en allant à moins 40 degrés jusqu'à plus 60 généralement, ou plus 80 dans les cas extrêmes. Et on vient tester si l'électronique survit en fait ces changements de température et survit vraiment au vide. Parce que du coup on n'a pas de système de convection en fait. Donc il n'y a vraiment que la conduction et la radiation qui permet de dégager la chaleur de l'électronique. Donc ça c'est vraiment un des problèmes principaux, je dirais, de l'électronique. Bien sûr, en dehors des radiations, les radiations c'est un autre problème. Mais en orbite basse, c'est un peu moins un problème en fait. Il suffit juste de mettre des grosses plaques d'aluminium et généralement vous en sortez indemne. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a une boîte qui est assez mastoc quand même avec beaucoup d'aluminium. On est sur on est sur 5 mm ou plus d'aluminium. Et ici, c'est tout ce qui est vibration test, test en vibration. Et donc vous pouvez voir tous les mécanismes dochés sur une grosse table. Et cette table, elle va par exemple ici, elle vient nous faire vibrer de haut en bas à des fréquences et à des amplitudes qui sont très élevées. Pour en fait vérifier qu'on survivrait correctement au lancement de la fusée en fait, sur laquelle on est attaché. Ici, vous avez une photo en fait du système une fois qu'il est complètement assemblé. Donc, vous avez le satellite Momentus Vigoride, ensuite Dolce au centre, Maple avec ce revêtement doré qui s'appelle MLI, Multi-Layer Insulation, qui permet de vraiment contrôler la température à l'intérieur de la boîte et de faire en sorte que cette boîte ne chauffe pas trop. Ça permet vraiment d'isoler en fait cette boîte de l'extérieur et des rayons solaires. Et vous avez la petite fenêtre ici qui nous permet d'envoyer du coup des micro-ondes jusqu'à Caltech. Et on a réussi à envoyer des micro-ondes et à détecter des micro-ondes sur un toit de Caltech. Ça, c'était vraiment un accomplissement. Ici, vous avez la boîte avionique qui contrôle les trois systèmes. Et Alba, ici, avec une couverture rouge, ici, une boîte rouge, en fait, qui permet de ne pas exposer les solar cells à l'air, parce qu'il y avait beaucoup de cellules photovoltaïques qui étaient très sensibles à l'humidité et à l'air. Donc, on les a protégées jusqu'au lancement. Ouais, et ensuite, le lancement ici de Cap Canaveral, donc sur Transporter 6. Et là, la séparation de Transporter 6. Donc tout ça, c'était fait avec du coup, les fusées de Elon Musk de SpaceX. Et donc ça, c'était en janvier 2023. Donc un peu la timeline de la mission, donc sur 11 mois. Donc on a le lancement en janvier, on a été allumé en février. Donc pendant un mois, le satellite, ils ont fait leurs propres tests. Une fois qu'ils ont fini leurs propres tests et qu'ils ont vérifié que tout marchait bien, ils sont allumés. Donc nous, on a pris notre première photo ici pour s'assurer que le système était toujours entier. Et donc ça, c'est une photo qui est prise depuis la boîte avionique, donc vraiment en regardant du bas vers le haut en fait. Ici, on a déployé nos caméras en fin mai. Donc, vous pouvez voir les caméras ici qui sont déployées. Je vais vous montrer d'autres photos aussi pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc on a les caméras qui sont déployées. En fond, ici c'est la Terre toujours. On a vu la Lune de temps en temps, juste un tout petit point, des fois un tout petit peu plus gros, mais vraiment c'est toujours la Terre qu'on voit ou le Soleil. Et ça d'ailleurs ça a été problématique à chaque fois qu'on a la Terre ou le Soleil dans la vue de nos caméras, ça peut être compliqué ensuite pour comprendre ce qui se passe en fait sur satellite. Ici on vient étendre les mâts. Donc vous avez un mât ici avec ici ce poteau qui tient les câbles qui tensionnent la structure qui se déroule. Donc là, ça nous a pris 3 mois à dérouler la structure contre un jour.
On avait prévu un jour, mais ça nous a pris à 3 mois et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, le déploiement de la structure ici en fin août et enfin le déploiement complet de la structure en septembre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, je vais peut-être minimiser ça, je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je voyais. Bon, ok, voilà, là du coup ça devrait être bon. Et donc ça c'est la structure qui est complètement déployée. Et vous pouvez voir aussi que ces photos elles sont en noir et blanc, parce que ça nous prend beaucoup moins de place à télécharger depuis l'espace. Et sinon on aurait pris vraiment, enfin ça nous a pris des fois une journée entière à télécharger une photo complète en couleur. Donc ça, c'est encore une autre contrainte, c'est tout ce qui est télécommunication. Et je vais revenir un peu là-dessus. Ça, c'est une slide qui n'était pas dans la conférence que j'ai faite la semaine dernière, mais que je vais vous donner parce que c'est un peu plus de détails sur tout ce qui est logiciel de vol et électronique. Donc le premier problème qu'on a eu très rapidement quand on a allumé SSVD1, c'est ce qu'on appelle une race condition, donc un problème de séquencement sur tout ce qui est fault, tout ce qui est détection de faute et isolation et recovery de la partie du logiciel de vol de Maple, qui en fait nous impactait beaucoup parce que de temps en temps, et c'était sporadique, on passait du safe mode, donc du mode où il n'y a quasiment pas d'activité sur le logiciel de vol et aucune des charges utiles ne sont activées. Donc quand on passe du safe mode aux 3 autres banques, donc on a 4 banques qui contiennent le logiciel de vol, donc 4 copies du logiciel de vol. Et donc quand on passait du safe mode à une de ces 3 banques, on se retrouvait directement de retour au safe mode. Et donc on ne savait pas vraiment pourquoi. Et on n'avait aucun moyen de savoir, parce qu'il n'y avait aucun message d'erreur qui était enregistré dans nos cartes SD. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment une race condition entre le moment où le thermomètre de Maple s'allume et le moment où la détection de faute est faite. Donc le thermomètre de Maple, il prend 3 secondes à s'allumer et les valeurs de défaut du thermomètre de Maple, elles sont au-dessus de ce que la faute, la détection de faute considère comme une faute. Et donc le problème, c'est que la détection de faute a un timeout de 3 secondes, et donc vous voyez le problème, 3 secondes et 3 secondes, ça ne permet pas vraiment d'avoir assez de marge pour attendre que le thermomètre de Maple s'allume. Et donc on va juste augmenter le timeout de cette détection de faute nous a permis de résoudre ce problème. Donc ça nous a quand même pris beaucoup de temps de comprendre que c'était ce problème, principalement parce que le thermomètre qu'on utilise au sol, c'était pas exactement le même que celui qu'on avait en bord, et qu'on n'avait pas assez fait de tests vraiment en fait où on reboot beaucoup de fois sur le système de vol final. Donc ça, encore une fois, ça prouve que il faut vraiment passer beaucoup de temps pour tester en fait tous ces systèmes et essayer de vraiment suivre le credo un peu qui s'appelle Test as you fly. Pour petite photo de moi à la maison où j'ai fait beaucoup en fait d'opérations en vol depuis la maison, parce qu'on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des ground station pass, des passes de contact avec le satellite à des heures pas possibles, 3h, 4h du matin, parce qu'on n'a pas beaucoup de passes en fait pour une journée. Et généralement, chaque contact avec le satellite dure moins de 5 minutes, donc vous pouvez essayer de planifier le plus possible de commandes, mais des fois il faut savoir le faire manuellement. Et donc pour résoudre ce problème et plein d'autres problèmes qu'on a eu par la suite, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a été obligé de faire des updates un peu over the air. Donc il y a 2 moyens de faire des updates. Soit vous uploadez tout le logiciel de vol, donc qui est composé d'une partie C++ et d'une partie texte. Et cette partie texte, c'est
notamment la fault detection, donc ça c'était assez pratique. Donc ça c'est un moyen de le faire, donc vous pouvez soit uploader tout le tar GZ complet, mais bon ça prend 2 jours en gros à uploader dans l'espace. Donc c'est un peu c'est une énorme perte de temps. Une autre façon, c'est d'utiliser la commande sed. Donc notre flight software, il run sur un ordinateur de bord Linux. Et donc cette commande sed, elle vous permet de manipuler en fait avec des expressions régulières ces fichiers texte en une commande. Et donc je me rappelle qu'on avait pas mal étudié les expressions régulières à ESEO. Donc si on fait toujours ça, je ne sais pas si c'est toujours au programme, mais en tout cas c'est très utile. Et donc n'hésitez pas à écrire sur un petit bout de papier ces expressions régulières, parce que ça peut être vraiment très utile si vous êtes amené à faire du logiciel de bord ensuite par la suite, après vos études. Donc c'est très très utile. Donc ça c'est quelque chose qu'on a un peu appris sur le tas, parce que j'avais pas forcément anticipé de faire autant de mise à jour avant la mission. Et donc ça a été très utile de faire ça. Par ailleurs, j'aimerais aussi souligner que tous les détails du logiciel de vol et de l'électronique de vol ont été... on en a parlé en fait à un ESEO Curiosity il y a 2 ans, donc j'avais pas envie de parler de la même chose. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui est logiciel de vol et électronique de la mission, vraiment plus en détail, c'est sur YouTube, sur le ESEO Curiosity il y a 2 ans, en 2022. Ça c'était avant le lancement. Donc donc aujourd'hui je vous parle de tout ce qui est après le lancement. Donc on revient à la mission et à Dolce. Donc ça c'est une photo depuis le mât déployable. Avec le satellite ici, on a Alba et Maple et les 4 diagonal booms et les mâts déployables ici de la caméra. Et donc comme je vous disais, on a le soleil en pleine tronche ici, donc des fois ça a été un peu compliqué. Et le problème c'est qu'on ne savait pas forcément à chaque fois où était le soleil. On a essayé de prédire ce qu'on appelle l'attitude du satellite, donc un peu l'orientation du satellite, mais ça c'est aussi très compliqué, surtout quand on est en orbite basse, parce qu'il y a en fait encore un tout petit peu d'atmosphère qui nous faisait en fait traîner le satellite et changer notre attitude, surtout à cause des panneaux solaires ici qui sont énormes en fait, que vous pouvez même pas voir, et ils sont encore ouais, c'est des énormes panneaux solaires, et donc ça nous faisait en fait c'était très difficile de simuler l'orientation du satellite sur MATLAB par exemple, mais il y a des outils pour faire ça. Ensuite, les opérations donc, ont continué. Là, on a déployé nos 4 mâts de part et d'autre du mécanisme. Et vous pouvez voir en fait un problème qui nous a retardé pendant 1 mois, où en fait le poteau qui est censé tenir les câbles qui tirent la structure, ce poteau il s'est coincé et en fait ça a craqué le mât déployable ici à cet endroit. Mais heureusement, en fait, le poteau est resté attaché, donc vous pouvez voir ici un détail. Donc normalement, le poteau est censé être perpendiculaire au mât déployable, qui est en fibre de carbone, mais dans notre cas, il était carrément parallèle au mât déployable. Et donc le problème, donc il y a 3 usual suspects. Donc c'est tout, en fait, c'est tout relié à ces systèmes de câbles dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, on a passé 1 mois à essayer de comprendre vraiment ce qui se passait et ce qu'on pouvait faire pour continuer la mission. Et on a fait beaucoup d'expériences au sol et même après la mission pour essayer vraiment de comprendre ce qui s'était passé, mais on n'a pas vraiment réussi à mettre le doigt sur une unique cause. Mais ça ne nous a pas permis de continuer, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait vraiment très très doucement. Donc au lieu de prendre 1 jour, ça nous a pris 3 mois. Et donc on a déroulé la structure vraiment centimètre par centimètre. Ici vous pouvez voir un phénomène qui est assez bizarre, c'est le fait que le câble qui est censé tirer la structure devient complètement mou ici, et ensuite se tire de lui-même. Donc ici, de juillet 24 au 4 août, on n'avait fait aucune opération, et de lui-même ce câble il s'est progressivement retiré. Donc ça c'était aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu
au sol. Et c'est quelque chose qu'on a vu non seulement sur ce mât qui était cassé, mais aussi sur les autres mâts. Donc ça, c'est vraiment encore une raison pour laquelle on va dans l'espace, c'est pour apprendre vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était vraiment un phénomène qui était complètement nouveau, qu'on n'avait jamais vu. Et c'était vraiment génial qu'on ait vu ça, parce que ça nous a vraiment fait comprendre qu'il y a vraiment un problème au niveau de ce design de câble, en fait. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est une photo en noir et blanc encore des câbles qui sont mous ici, ou qui sont slack, comme on dit en anglais, et ensuite ils sont tendus ici. Et ça c'était un jour plus tard, non pas un jour plus tard, c'est quelques jours plus tard après avoir déroulé la structure, ces câbles qui sont tendus ici. Et donc fin août, on a finalement la structure qui est complètement déroulée du mécanisme. Et un des problèmes qu'on a eu pendant ces 3 mois, donc encore une fois c'est un petit détail, c'est que nos cartes SD, il y en a une qui s'est mise à faire de la grève, et donc elle s'est mise en grève, et donc elle a complètement été endommagée, et elle n'a plus du tout marché. En fait, le problème c'est qu'on n'arrêtait pas d'écrire très rapidement sur cette carte SD pour sauver en fait toute la télémétrie des opérations qu'on était en train de faire. Et en fait, ça nous a bloqué ensuite, parce que le logiciel de vol s'attendait à ce que cette carte SD soit là, et la carte SD ne répondait pas. Donc on a dû faire une update pour faire en sorte que le logiciel de vol n'utilise plus cette carte SD, et il utilise seulement celle à droite, donc la carte SD numéro 2. Et donc on a perdu beaucoup d'images d'une des caméras de Dolce, et aussi beaucoup de données de Maple et d'Alba. Et donc pour info, ces cartes SD, c'est des cartes SD qu'on a achetées sur Amazon. Bon, c'est des SanDisk Extreme +++, mais il n'en reste qu'elles n'ont sûrement pas aimé ces changements de température et peut-être des radiations. Et à terme, on utilisera des cartes SD industrielles. Donc, le déploiement de la structure, le plus, c'est que les 4 rouleaux qui enroulent la structure se sont bien déployés, donc c'est vraiment génial. Mais le moins, c'est que la structure, elle s'est coincée, en fait, elle ne s'est pas déployée en 2 secondes. Et ça, c'était, donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était à cause de la géométrie de la structure. Donc, en utilisant 3 strips, on a une géométrie qui est très haute en fait par rapport au tronc central du mécanisme, mais en utilisant que un nombre pair de strips, on aurait pu éviter d'avoir une connexion qui est si haute au niveau des poteaux et au niveau de la structure, et ça nous aurait permis d'éviter d'être coincé en fait dans ce mécanisme. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un autre boom qui a son câble qui est comment on appelle ça, qui ne tire pas sur la structure. Et donc le fait de ne pas tirer sur la structure, ça a tendance à la laisser capable de rester coincé en fait. Et ça, c'était à cause d'un tout petit problème qu'on avait vu après le lancement. Et c'était ce qu'on appelle un fray, donc un petit un morceau du câble qui a été endommagé. Et ce petit morceau endommagé, il est venu se coincer dans une des poulies de ce poteau, et ça du coup a causé que la corde n'était pas tendue pendant de septembre à aujourd'hui. Le satellite est toujours en train de descendre tout doucement vers l'atmosphère, et d'après les dernières photos qu'on a eues, le satellite est toujours, la structure est toujours en fait, ou en tout cas cette corde n'est toujours pas tendue. Mais ça nous a pas empêché de continuer à essayer de déployer la structure. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire vibrer la structure à 1 Hz en tournant en fait le moteur qui est au centre ici du mécanisme, et le moteur, et ensuite en tournant le poteau ou le mât en tout cas, en l'extendant de 1 cm en gros back and forth. Et je ne sais pas si vous pouvez voir le laser, non peut-être pas. C'est pas grave. Si voilà, laser pointer, voilà, ce sera peut-être mieux, parce que je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Donc oui, je disais, on a fait tourner ce mât à 1 degré par seconde,
Et ici, on a étendu ce mât ensuite de 1 cm par seconde vers l'avant et vers l'arrière. Donc le tronc ici, on le faisait tourner de 1 degré par seconde, de gauche à droite. Et donc pour faire ça, encore un petit détail d'électronique, et après je vais bientôt finir parce que je vois qu'il est 46. Pour faire ça, on a été obligé de s'appuyer sur le fait qu'on avait pris en compte tout ce qui était force contre électromotrice. Et donc ça, c'était en fait pendant le développement de la carte de contrôle des moteurs, on s'est aperçu que, en tout cas, je me suis aperçu que j'avais cramé la carte de puissance de notre système à cause de la force contre électromotrice qui était apparue et qui avait fait en fait augmenter la tension de notre système de 24 volts à plus de 30 volts. Et ça, c'était à cause en fait du contrôleur de moteur qui essayait de contrôler en position la position du moteur et qui avait en fait overshoot et la position cible. Et en essayant de corriger cette overshoot, elle a essayé tout de suite de revenir en arrière. Et donc le fait d'aller dans un sens et ensuite de revenir en arrière, ça avait agi un peu comme une force génératrice en fait. Donc ça avait généré une énergie telle qui avait fait augmenter la tension de notre système, et donc ça avait cramé la carte de puissance. Donc ça c'était au sol. Et donc pour pallier à ce problème, on avait rajouté ces deux énormes capacités ici. Je crois que c'est 1000 microfarads et 60 volts. Donc ça c'était une solution bête et rapide. Je sais qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus fancy et beaucoup plus adéquates pour faire ça, mais ça nous avait bien sauvé. Et donc avec ces capas, et le deuxième truc c'est qu'on a aussi utilisé notre propre contrôle qui est beaucoup plus, je dirais, subtil que celui du contrôleur de moteur. Et donc ça nous a vraiment permis de faire en gros ces rotations que vous pouvez voir qui sont assez rapides quand même, de gauche à droite ici, et ensuite voilà. Et ça nous a vraiment permis de faire résonner la structure à 1 Hz. Et ensuite de la déloger, donc après avoir fait ça pendant 1 mois plus de 1000 fois, progressivement on a réussi à déloger la structure. Et donc la structure aujourd'hui est complètement déployée. Et vous pouvez juste voir un petit pli ici sur un des strips de la structure, encore une fois dû à ce câble qui n'est pas tendu. Donc voilà, avec ça je vais terminer. On a réussi à déployer cette structure de 1,7 m², qui est un prototype d'une structure de 60 m². On a validé le mécanisme de Dolce qui permet de déployer cette structure, et aussi validé toute l'avionique et le logiciel de vol. Et encore une fois, cette mission, elle souligne le rôle très important de venir tester les nouvelles technologies dans l'espace, et donc pas seulement au sol, mais vraiment les amener dans l'espace pour découvrir de nouveaux problèmes qu'on n'a pas découverts dans l'espace. Et donc, il y a 3, je dirais, points très importants. Le premier, c'est qu'il faut vraiment qu'on améliore ce système de câbles. Et donc, dans une nouvelle itération qu'on est en train de développer maintenant, on a quasiment plus de câbles. Le deuxième point, c'est que les caméras sont vraiment très très importants, et surtout dans des systèmes mécaniques comme celui-là. Et je dirais qu'on n'avait pas assez de caméras, et qu'il aurait fallu qu'on ait encore plus de caméras pour vraiment comprendre ce qui se passe. Mais au-delà des caméras, ce qui aurait été génial, c'est qu'on ait encore plus de senseurs, des senseurs de force, des senseurs de position et plus, à la fois pour améliorer la détection de fautes, mais à la fois pour avoir plus de données et comparer avec ce qu'on a au sol pour vraiment comprendre ce que être dans l'espace implique en fait, et la différence qu'on a entre les données qu'on a au sol et les données qu'on a dans l'espace. Donc ça, on avait certains sensors, mais on n'en avait pas assez à mon goût, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû améliorer. Et voilà, et avec ça, je vais m'arrêter, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et j'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, est-ce que quelqu'un a une question? Oui.
Déjà, la première chose, je voudrais vous remercier encore pour cette conférence, c'était hyper intéressant. D'un point de vue purement technique, quand on parle de structure comme vous avez là de 60 par 60, en termes de capacité, une fois l'énergie transmise à la Terre, de quoi est-ce que l'on parle en termes de représentation pour qu'on puisse se faire une idée? Ouais, c'est une question. Je n'en ai pas parlé. Et en gros, c'est pas tant la capacité, c'est vraiment plus l'efficacité, je dirais, qui est important. Et l'efficacité aujourd'hui, elle n'est pas forcément comparable à un système qui serait un système de panneaux solaires au sol. Donc aujourd'hui, les panneaux solaires au sol, ils sont environ d'une efficacité de 20-22%. Mais nous, notre système, il serait en deçà de ça, il serait plus vers les 17-15%. Mais l'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on serait capable d'envoyer de l'énergie solaire vraiment de façon continue, donc à travers la nuit et aussi à travers la météo. Donc, vos panneaux solaires, quand ils sont sur votre maison, ils ne vont pas forcément marcher super bien quand il pleut ou quand il neige. Et nous, l'avantage qu'on aurait, c'est qu'on serait capable vraiment d'avoir de l'énergie 24/7. Donc c'est vraiment moins une question de capacité, mais plus une question d'efficacité. Ensuite, en termes de capacité, c'est vrai que ça va dépendre de la taille de la flotte que vous envoyez. Euh, et je pense qu'il y a des études qui ont été faites et la capacité en elle-même du système ne rivalise pas forcément, bien sûr, avec tout ce qui est, par exemple, l'énergie nucléaire, bien sûr. Ça, c'est indéniable. Mais vraiment, ce qui est pratique avec le Space Solar Power, c'est que vous pouvez envoyer de l'énergie à n'importe quel point de la Terre. Donc ça, ce serait vraiment un avantage, surtout quand vous avez des événements critiques, genre tremblement de terre, inondation, et qu'il y a aucune source d'énergie qui est ouais, encore intacte. Donc vous pouvez l'utiliser avec un récepteur, vous pouvez recevoir de l'énergie. En gros, c'est ça l'avantage vraiment de la SSPP. Désolé, c'est une réponse un peu longue. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Okay, merci pour votre réponse déjà. Du coup, j'avais une question par rapport aux satellites. Est-ce qu'ils pourraient être sujets à des dégâts, des dégradations dans l'espace liés à des déchets ou des météorites, par exemple? Ouais, ça c'est un énorme problème qu'on a, et surtout aujourd'hui avec à l'heure de tout ce qui est Starlink et toutes les grosses méga constellations qui sont envoyées dans l'espace. Il y a de plus en plus de risques de créer des débris et notre satellite, clairement, où il serait euh, susceptible d'être vraiment impacté par ces débris. Donc on est en train d'étudier en gros un système qui ferait que si une des parties du satellite est endommagée, le reste du système n'est pas impacté. En gros. Donc vraiment essayer de faire en sorte que chacune des parties du satellite soit un peu indépendante les unes des autres, mais à la fois interconnectées, donc elles ont besoin d'être interconnectées, donc ça c'est un peu le problème. Et le deuxième problème, c'est vraiment tout ce qui est éviter les débris. Donc ça c'est un truc qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est éviter les impacts avec les autres satellites et éviter les débris. Donc il y a l'US Air Force et aussi je sais que l'Agence spatiale européenne et beaucoup d'autres entités internationales monitorent chacun des débris qui sont dans l'espace et envoient en fait un message aux opérateurs de satellites pour leur dire hey, vous avez un truc qui va arriver bientôt, genre un boulon ou ça peut être un autre satellite. Les deux auront un impact énorme. Et vous disent il va falloir que vous changez votre attitude, il va falloir que vous allez dans cette direction ou dans celle-là. Et donc on est en train d'étudier la vitesse à laquelle notre satellite pourrait bouger en fait et changer d'attitude. Et quel impact ça pourrait avoir sur la structure, parce que comme vous avez vu 60 mètres, une structure de 60 mètres, ça va bien sûr avoir un impact énorme. Donc ça c'est bien sûr un truc qu'on est en train de prendre en considération. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir. J'ai une question simple qui risque peut-être d'être compliquée au niveau des explications. Quels sont les processus de développement niveau hardware qui vous permettent de fiabiliser justement, de dire l'équipement que je vais envoyer dans l'espace va
carte SD Ouais. Ouais, ce qu'on fait, comme je dis, ouais, c'est qu'on fait beaucoup de tests as you fly. Et une fois qu'en fait on a le système complet, on laisse le système allumé et on essaie de vraiment le stresser en fait le plus possible. On fait beaucoup de stress tests. Bon, apparemment, on n'en a pas fait assez pour la carte SD vu qu'elle elle a planté en cours de vol. Mais on essaie vraiment du coup de stresser le système. Ce qu'on essaie de stresser, c'est une copie du système, pas le système en lui-même, parce qu'on ne veut pas non plus trop stresser le système, ce qui pourrait l'endommager. Donc on a toujours une copie en fait au sol du satellite qu'on envoie dans l'espace. Donc ça, c'est beaucoup de tests qui se font automatiquement. Donc on code plein de unit tests et de tests d'intégration aussi qui tournent en fait au fil du temps quand on n'est pas forcément là à faire des tests nous-mêmes. Et ensuite, vraiment, les autres problèmes, c'est les tests d'intégration avec d'autres systèmes. Parce que là, on a volé avec Momentus Vigoride, donc c'est une autre compagnie. Et on a eu beaucoup de problèmes aussi avec tout ce qui est interface avec ces systèmes. Et donc là aussi, c'est beaucoup de tests à la fois avant le vol pour tout ce qui est hardware, et ensuite après le vol, après le lancement, pardon. Là, on vient aussi beaucoup tester en fait les systèmes. On continue à bosser en fait même quand le système est déjà en vol, pour pouvoir vraiment continuer à tester le logiciel de vol en fait, et vraiment constamment tester, essayer de trouver des bugs. Et dès qu'on les trouve, on essaie de faire des updates et ça. Ok, merci. D'autres questions ou pas? Bah, merci beaucoup Charles en tout cas pour toutes tes explications. Ouais. C'était super intéressant. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Et du coup, on va faire une petite pause et on va reprendre à 20h15 du coup pour la prochaine conférence. Merci. De Lézéo qui travaille au CNES et qui va nous présenter un peu ce qu'il fait. Merci Zoé, bonsoir à tous. Jean-Luc, ICO sorti en 1988 à Angers. Je suis expert en transmission, radionavigation et GNSS, GPS Galileo, et pour les transmissions RF et optique, au CNES à Toulouse. Je vais vous présenter, pour commencer, une présentation personnelle et quelques petits événements qui ont rythmé ma carrière. Pas la liste de tous les événements techniques, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipements RF en orbite qui ont tous marché, c'est d'ailleurs très satisfaisant. Mais c'est pour illustrer que l'expertise technique est une voie qui peut avoir beaucoup de satisfaction quand on s'y passionne, en gardant bien sûr le temps le plus important pour sa famille et ses amis, mais c'est quand même des satisfactions. Par exemple, sur cette planche, vous voyez, en 2004, j'ai eu le prix de l'astronautique, de l'Association aéronautique et astronautique de France. Il y a Monsieur Gobert, le ministre de la Recherche, et Monsieur Curien, juste à côté de moi sur la photo, c'était le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque qui m'a remis ce prix. Et c'était un ancien président du CNES. C'est un peu d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, comme aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Bastide, était encore président du CNES il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, vous allez voir une petite présentation personnelle de mes activités lors de la remise du prix des sciences et ingénierie du meilleur ingénieur aérospatial en 2008 à l'Académie des sciences. Je vais vous laisser écouter un peu. Est décerné à Jean-Luc Ismaël, chef du service intitulé Technique de transmission et traitement du signal au laboratoire de radionavigation et transmission du Centre national d'études spatiales, le CNES à Toulouse.
travaux de Jean-Luc Kissler ont fortement contribué à l'évolution récente du domaine de la radionavigation et des transmissions grâce à de nombreuses innovations. J'en soulignerai par exemple qu'il a été l'inspirateur et l'artisan principal de la mise en place dans l'industrie française d'une filière de réception des GPS spatiaux et qu'il a contribué de manière prépondérante à la définition de signaux du système Galileo et de leur compatibilité et interopérabilité avec ceux du système GPS. Jean-Luc Kissler. Vous voyez aussi, je faisais partie des 1000 chercheurs qui parlent d'avenir, qui ont été sélectionnés pour illustrer en une seule phrase leur vision du futur. Ma phrase était les récepteurs radio du futur. On en discutait avec l'un d'entre vous juste à l'instant. Les récepteurs radio du futur seront logiciels. Je vais un peu parler plus tard de ce que ça veut dire. Les récepteurs logiciels, de plus en plus de numérique à bord des récepteurs radio. Et ces chercheurs étaient illustrés au Panthéon. Mais avant de parler de l'électronique spatiale, parce que c'est bien le thème de la conférence de ce soir, je voudrais vous inciter à vous impliquer techniquement, si ça vous intéresse, les domaines techniques, dans les clubs techniques ou scientifiques, en donnant l'exemple de l'ancêtre du club Curiosity à l'ECO, qui s'appelait à l'époque le Club aérospatial de l'Ouest, que j'avais fondé. Nous construisions des mini-fusées, comme vous pourriez le voir ici. Ça, c'est le schéma d'électronique tout à fait analogique, avec des transistors, des kappas, des diodes, qui permettaient de compter le temps jusqu'à la date de prévision d'ouverture du parachute, à partir de la date du lancement. On avait construit une rampe de lancement et ces mini-fusées partaient des bords du lac de Maine jusqu'à, vous voyez à droite, la retombée sous parachute. Et même le génie militaire d'Angers nous avait aidés pour mettre notre rampe sur une barge flottante au milieu du lac de Maine et on a lancé plusieurs fusées. Quelques années plus tard, à Kourou, j'ai pu assister au lancement de plus de la moitié des satellites Galileo sur lesquels j'ai pu travailler. Donc effectivement, c'était pour illustrer quelques satisfactions que peut fournir l'expertise. Il y a tellement de domaines techniques qui apportent ce type de satisfaction. Et donc les clubs techniques sont très utiles pour favoriser l'esprit et les capacités d'innovation, faire quelque chose en plus à côté des études. Et un investissement technique est nécessaire pour cela. J'ai mis aussi le slogan SEO, Innovation Makes Sense. Et on rentre dans le vif du sujet de l'électronique spatiale avec les généralités sur les missions et architectures des satellites. Tout d'abord, les applications spatiales. Au nombre de 5, la défense, les sciences spatiales, comme l'astronomie spatiale, pour donner un exemple, les applications grand public, les radiocommunications, la radionavigation spatiale. Ça représente plus de 90% du marché spatial des lanceurs et des satellites, les applications grand public. La Terre, environnement, climat et l'accès à l'espace, les lanceurs, aussi en plein développement. Un satellite, c'est comme un camion, ou presque. Il y a une charge utile, des antennes, une structure et des protections, un système pour guider le camion, de l'énergie électrique, la climatisation, un système pour qu'il se repère, de la propulsion et un réservoir. Sur un satellite, c'est donc à peu près pareil. Il n'y a pas de chauffeur, pas de réparation, pas de ravitaillement. C'est donc plus compliqué, c'est en orbite, difficile d'accès. J'ai mis en jaune ce qui peut concerner l'électronique.
une charge utile. Par exemple, sur ce satellite d'observation de la Terre, c'est une charge utile d'observation de la Terre avec un télescope. Donc il y a de l'optique, il y a de l'électronique, des antennes classées dans l'électronique, une structure et des protections, un système pour le guider, ça peut être GPS Galileo, ça peut être TORIS, un système français de radionavigation pour les satellites et de localisation très précise de leur orbite, de l'énergie électrique, la climatisation, un système pour qu'ils se repèrent, GPS Galileo ou TORIS, et une propulsion et un réservoir. Mais on est en orbite. J'aurais peut-être quelques redondances avec la présentation de Charles juste avant, parce que j'ai vu que la fin. Mais en orbite, un des problèmes, c'est les radiations dans l'espace. Et en orbite, donc, nous avons des radiations qui viennent des ceintures de radiation, les événements solaires, les rayons cosmiques, avec des protons, des électrons, des protons, des ions, qui ont différentes gammes d'énergie. Et vous pouvez voir ici une éruption solaire. Une CME, une Coronal Mass Ejection. Éjection de masse coronale. Essayez de régler le son, c'est peut-être un vous avez cette masse coronale qui est petite. D'ailleurs, on est quand même maximum surveillé de télévision astronomique confirmé. Et pendant qu'on est quand même maximum solaire, eh bien, on a plus de radiation encore que subissent les satellites. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, parce qu'on n'a pas entendu avec le son. Je disais qu'on n'est pas loin du maximum solaire. Les collègues du club astronomique peuvent peut-être le confirmer. Et on a pas mal de... c'est à ce moment-là qu'on a le plus de radiation émise par le solaire, en particulier par les taches solaires. Et les satellites doivent résister à ce maximum de radiation, ce cycle solaire. Et ces effets des radiations sur l'électronique peuvent avoir des effets destructifs pour tout type de technologie. Il y a des doses ionisantes qui créent des paires électrons-trous, ou pour l'optoélectronique bipolaire, des interstices vacants. Et la dégradation se crée par ces déplacements de paires électrons-trous, des interstices, avec une dérive paramétrique des performances ou une anomalie fonctionnelle, par exemple, durée de vie réduite. Et on peut avoir ça c'est des effets cumulatifs, et on peut avoir ce qu'on appelle des single events, des CMOS bulk, diodes de puissance, des MOSFET de puissance qui peuvent être impactés, avec des courts-circuits ou des casses du diélectrique, ce qui peut induire une destruction immédiate. Les effets non destructifs en analogique peuvent créer un signal faux, disjonction, désynchronisation, changement de gain. En numérique, une fausse information, un bit qui est à 0 au lieu de 1, ou vice-versa, des erreurs de programme, crash de processeur. Et en imagerie, ou en mini-image, le pixel peut être faux, donc des fausses étoiles, des images dégradées, des pixels saturés, des pixels oscillants. Donc les zones risquées en orbite basse, vous voyez les ceintures de radiation, les ceintures de Van Allen. Mais on a aussi une zone qu'on appelle, vous voyez sur la carte de la Terre en bleu avec du jaune et du rouge, l'anomalie sud-atlantique, où se concentre pas mal de radiation. Sur 1028 comportements inattendus pour 10 satellites en orbite basse, vous voyez, la plupart des points des événements repérés en orbite se concentrent sur l'anomalie sud-atlantique. C'est des retours d'expérience. Et on a pas mal d'anomalies au pôle aussi, là où se concentrent le champ magnétique, les lignes de champ magnétique, au pôle nord et au pôle sud.
parce que les particules chargées sont guidées par les lignes de champ lorsqu'elles viennent du Soleil jusqu'à nous, et les autres aussi. Donc c'est manifeste, on le voit sur ces planches. Donc on a des effets, des événements dus à une particule unique, les SEE, les Single Particle Event Effects, avec des transients, transitoires, des impulsions parasites, des upsets, c'est des changements de valeur de bits de 0 à 1 ou de 1 à 0, des latch-up, Single Event Latch-up, équivalent à court-circuit. Le CMOS, c'est destructif sans protection, donc il faut dans les satellites des dispositifs anti-latch-up, dans l'électronique spatiale. On détecte un chiron, et si le courant est trop fort, hop, ça coupe, temporairement au moins, pour protéger l'électronique. C'est ça le dispositif anti-latch-up. Le burn-out, équivalent à court-circuit, MOSFET, destruction sans limitation de courant. Gate rupture, casse de diélectrique MOSFET, destruction immédiate, stuck bit, weakened cell, élément de stockage dégradé, c'est irréversible. Et on a des protections contre les effets numériques des radiations dans les composants numériques. Pour les single event latch-up ou les micro single event latch-up, c'est un court-circuit local, donc on fait une détection du phénomène, on a une perte de fonctionnalité ou surconsommation, et on protège en cyclant la puissance. C'est une bonne pratique que d'éviter les composants sensibles au SEL, et si ce n'est pas possible, on doit limiter leurs usages avec des solutions de protection adéquates. Pour d'autres types d'événements, on a le Single Event Multiple Bit Upset, ou le Single Event Transient, ou le Single Effect Functional Interrupt. Le composant est mis dans un état bloqué, et un reset n'est toujours pas capable de restaurer un état opérationnel. On détecte alors la perte de fonctionnalité, comme pour les SEL. Et pour protéger, on fait un reset, c'est optionnel mais pas recommandé, ou au moins, c'est obligatoire, un cyclage de puissance. En fait, on a plusieurs approches pour limiter les effets des radiations. Il faut choisir les composants en connaissant tous ces phénomènes pour sélectionner les composants qui résistent le mieux à ces radiations et à ces phénomènes. Et si on ne sait pas tout, on peut faire des tests. On fait des tests en mettant les composants ou les cartes électroniques plus complètes sous ionisation, sous radiation. Et on regarde comment ça se passe en augmentant la dose cumulée de radiation, par exemple, ou en irradiant des particules qui créent des événements singuliers. Quand on fait des essais au niveau des composants, on qualifie les composants qualifiés spatiaux. Donc il y a toute une filière d'électronique spatiale avec des composants qualifiés spatiaux. Et sinon, on peut faire, comme le disait Charles, des tests répétitifs, des tests de longue durée sur des cartes soumises aux radiations pour vérifier que tout marche bien. Ça dépend des niveaux de qualité que l'on veut pour les satellites. Une autre particularité de l'électronique spatiale, après avoir vu l'effet des radiations, c'est que quand on est en orbite, on a des satellites qui vont très très vite, 8 km par seconde, 11 km par seconde ou plus quand on quitte la Terre pour explorer d'autres astres dans le système solaire. Et la vitesse par rapport à la station Sol qui établit la communication, qui fait des mesures de radionavigation, est énorme. Donc on a un effet Doppler. Vous avez vu l'effet Doppler, je vais en parler très rapidement. Et les liaisons radio avec les satellites ont besoin d'être robustes vis-à-vis de ces Doppler élevés et des variations très rapides du Doppler. Parce qu'on va voir que la pente Doppler elle peut être très importante, pas seulement, c'est-à-dire la dérivée, pas seulement la valeur absolue. Un petit rappel sur le Doppler, vous voyez en haut à gauche le point d'où est émis le signal, YE à la fréquence FE, YE égale cosinus 2pi FE fois T.
Le signal reçu, c'est YR comme reçu, égale 2 fois cosinus 2pi FE fois T moins D sur C, D étant la distance entre l'émetteur et le récepteur. Et la fréquence reçue, FR, est proportionnelle à la dérivée de la phase du signal Y reçu. Qu'est-ce que c'est que la phase? C'est tout ce qui est dans la parenthèse du cosinus. Donc quand on dérive la phase, avec la définition de la fréquence c'est 1 sur 2pi, la dérivée de la phase par rapport au temps, on retrouve le décalage Doppler qui est égal à la fréquence reçue moins la fréquence émise. Donc le décalage Doppler est proportionnel à la fréquence émise fois la vitesse radiale divisé par C. La vitesse étant la dérivée de la distance, dans le terme en D sur C, qui est dans la parenthèse du cosinus. La vitesse radiale étant la vitesse entre l'émetteur et le récepteur. On voit un schéma de courbe Doppler pour un satellite en orbite basse, avec une balise au sol ou un récepteur. Le satellite s'approche, puis s'éloigne, et on voit la courbe Doppler qui passe par un nul, parce que le Doppler peut être positif, puis négatif. Et quand on veut accrocher un satellite et poursuivre un signal satellite, on utilise un étage radiofréquence pour la réception, puis une boucle à verrouillage de phase, une PLF. Voici ici le schéma de la chaîne RF avec l'antenne, des filtres, ampli faible bruit, des changements de fréquence, oscillateurs locaux, numéro 1, numéro 2, des filtrages intermédiaires et un convertisseur analogique numérique qui va entrer des échantillons à l'entrée du processeur qui inclut les boucles à verrouillage de phase. On a aussi un contrôle automatique de gain. Mais les bandes de ces filtres que vous pouvez voir sur ce schéma doivent être calées non seulement en fonction de la bande du signal, quand c'est un signal de télémesure, télécommande, la bande est assez étroite quand il s'agit de télémesure de la plateforme, mais en particulier pour la télécommande, où on télécommande des satellites à quelques kilobits par seconde. Eh bien, alors que les Doppler en bande S à 2 GHz peuvent être égaux à 45 kHz, plus ou moins 45 kHz. Eh bien, la bande du filtre doit être donc définie par la bande du signal plus la bande du Doppler, et non pas seulement la bande du signal. Ça, c'est une autre spécificité de l'électronique spatiale. Et les boucles de phase, une fois qu'on a introduit les échantillons, parce que la plupart des boucles de phase sont numériques maintenant dans le spatial, notamment, c'est employé pour les récepteurs de télécommande des satellites, les récepteurs au sol de télémesure des satellites, et les récepteurs GPS ou Galileo que vous avez dans votre smartphone, par exemple. Eh bien, on ne peut pas trop réduire la bande du filtre étroit de la chaîne de réception RF du fait de l'incertitude du décalage Doppler apporté par la liaison avec le satellite défilant. Et la boucle de phase, elle génère un signal local qui va se mettre en phase avec le signal reçu. Et un signal électrique local que l'on pourra poursuivre et mesurer. Parce que le signal reçu est radioélectrique, impalpable, il arrive par l'antenne. C'est pour ça qu'on a cette boucle d'assainissement. Non seulement il permet de s'asservir de faire des mesures électriques sur le signal, mais aussi elle se comporte comme un filtre. Mais un filtre, si on était contraint par la largeur de la bande Doppler, on serait limité, par exemple en bande S, à un filtre qui ne pourrait pas être plus petit, pas moins large que plus ou moins 45 kHz, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et plus le filtre est large, plus il recueille du bruit. Et plus on a de bruit, plus on a d'erreurs de bits, plus l'erreur de mesure de distance ou de phase est grande. Donc le spatial, au tout début du spatial, apportait une limitation. Et c'est le spatial qui a contribué à l'invention des boucles de phase, pas seulement, mais qui a contribué à l'invention, leur perfectionnement, parce que les boucles de phase sont des filtres dont on peut réduire de façon très forte la bande,
mais avec une fréquence centrale qui change au fur et à mesure que la fréquence reçue bouge avec l'effet Doppler. C'est vraiment à ça que sert une boucle de phase en électronique spatiale. Avoir un filtre à fréquence centrale adaptative qui s'adapte à la fréquence du signal reçu. Mais pour accrocher, soit on ne connaît pas du tout le Doppler qu'on va recevoir. Donc on explore toutes les cases Doppler. Vous voyez en abscisse le temps, en ordonnée la figure pour largeur toute la bande Doppler qu'on va explorer avec des cases Doppler. Une case dont on est sûr que si la fréquence se trouve dans cet écart de fréquence, alors la boucle va accrocher et converger. Et si on n'accroche pas, on passe à la case Doppler suivante, et ainsi de suite. Vous voyez ici sur la figure, une fois qu'on a exploré toutes les cases, la fréquence du signal, je l'ai considérée constante. Une fois qu'elle rentre dans une case, on accroche et on commute sur le mode poursuite. Et si jamais on a une prédiction du Doppler, on peut explorer qu'autour de quelques cases. Par exemple, dans cette bande prépositionnée, on n'explore que ces cases. Et on accroche beaucoup plus rapidement lorsqu'on a une connaissance du Doppler, a priori. Une connaissance grossière. Ça, c'est pour les liaisons radio avec les satellites qui bougent très vite. On peut aussi avoir ce type de problématique avec les avions à réaction qui passent au-dessus d'une station sol de communication. Les satellites aussi ont besoin, pour leur électronique, d'être très robustes à l'environnement mécanique et thermique. On a besoin d'un contrôle thermique. Les températures dans le vide spatial sont comprises entre moins 150 et plus 150 degrés, c'est énorme. Les sources de chaleur sont les rayonnements du soleil, mais aussi l'électronique qui chauffe. Donc on a besoin de contrôle thermique pour réguler la température de chaque équipement électronique, entre 10 degrés et plus 40 degrés Celsius, pour qu'il fonctionne bien. Certains composants doivent être maintenus en dessous d'une température limite. Les transistors, les hautes températures diminuent leur durée de vie et leur fiabilité, et les processeurs, ils doivent être refroidis à cause de la grande quantité de chaleur qu'ils dissipent, etc. Et il y a aussi des vibrations. Les lanceurs spatiaux soumettent les satellites à des très fortes vibrations. Elles sont modélisées par des vibrations aléatoires ayant un spectre instantané assez large sur chacun des trois axes. Des vibrations sinusoïdales dont on fait varier la fréquence dans le temps sur chacun des trois axes lors des essais de vibration. Les équipements du satellite, électroniques ou pas, doivent résister à ces vibrations, mais aussi au choc créé par les séparations d'étages. Donc parfois on fait des tests au choc. D'ailleurs, quand on faisait des fusées au club qui a donné naissance à Curiosity dans les années 80, on mettait nos électroniques entourées de mousse pour en faire des ballons de foot et on jouait au foot avec. Et si elles passaient les tests de vibration, qu'elles marchaient toujours, et bien on pouvait lancer la fusée. Vous voyez un exemple de test d'un satellite en vibration sinusoïdale, je passe pas tout à coup. Il y a d'autres fréquences, là ça vibre plus vite. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de systèmes et d'équipements électroniques pour satellites. Dans mon domaine, les transmissions et la radionavigation. Il y a une architecture système de transmission des satellites. Vous voyez le satellite et à droite de la figure, la station sol avec la télémesure de la plateforme, en la liaison en rouge. Le satellite envoie sa température, les tensions de ses électroniques. On contrôle tous les équipements à distance. Et la station envoie en montant la liaison de télécommande avec les ordres. Les ordres, fais telle manœuvre pour éviter tel débris,
etc. Prends telle photo, fais telle mesure. Et le satellite envoie des données mission à un centre de mission qui concerne les utilisateurs, les expérimentateurs. Et principalement la télémesure charge-t-il, très souvent haut débit. La télémesure plateforme est souvent en bande S à 2 GHz, dans la bande 2,2 GHz, 2 GHz en montant, 2,2 en descendant. Et la télémesure RF haut débit des satellites, pour redescendre typiquement les images d'observation de la Terre ou autres, eh bien, des images radar, optiques, des mesures scientifiques, de radiométrie par exemple. C'est en bande X, à 8 gigas, où on commence en bande K et aussi en optique. On va parler tout à l'heure de liaison de télémesure laser. Ici un exemple de l'électronique de télémesure télécommande. Un émetteur-récepteur télémesure télécommande. Vous voyez les bandes de 2 et 2,2 gigas pour la télécommande et pour la télémesure en haut à gauche. Un exemple d'équipement pour des satellites désormais révolus du CNES qu'on appelait des mini-satellites Proteus. En bleu à gauche, vous voyez le calculateur de bord. Sur des satellites, quand on a la place, on redonde l'émetteur-récepteur du satellite. C'est l'équipement le plus important du satellite, à mon avis. Si on perd la communication, télémesure télécommande, on perd le satellite. Si on a un satellite avec plusieurs calculateurs de bord, on peut basculer sur un autre calculateur de bord, de secours, ou une chaîne de secours. On peut toujours mesurer ce qui se passe à l'intérieur du satellite quand on a une anomalie, mais quand on perd la communication, on a tout perdu. La mission est terminée, on plie boutique. Donc c'est vraiment l'équipement qui doit être fiable, et pour cette raison, quand on peut, on le redonde. Et on a un coupleur 3dB qui permet de communiquer avec une antenne face terre et une antenne face antiterre. On a deux antennes sur deux faces opposées, en d'autres mots, même si le satellite tourne involontairement, il aura toujours une antenne vers la Terre, et on pourra toujours communiquer avec lui. Parce que des fois, le contrôle d'attitude ne marche pas à tous les coups. J'ai travaillé sur une mission de la NASA, sur lequel le CNES avait fourni un récepteur GPS à bord, récepteur GPS français, et le MIT qui travaillait pour la NASA, pour cette mission, a mis 6 mois à mettre au point le contrôle d'attitude en orbite, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'être fini avant le lancement. Et il a mis 6 mois à stabiliser complètement le satellite. Donc pendant ce temps, le satellite tournait, mais grâce à des antennes télémesure télécommande de tous les côtés, il en avait 5 antennes de ce type, on pouvait communiquer avec lui et finir ce type de réglage. Un autre satellite, cette fois-ci un CubeSat étudiant, dans le cadre du NanoLab, le NanoLab Academy du CNES qui aide les écoles d'ingénieurs et universités à faire des CubeSat étudiants. Désormais, le CNES fournit des plateformes, des éléments de plateforme, comme des kits, et les étudiants peuvent se concentrer sur le charge-utile électronique et sur la programmation du calculateur de bord et sur les communications avec les stations solaires et leur programmation. Parce que sinon ça prend beaucoup de temps, mais c'est quand même extrêmement intéressant de travailler sur ce type de projet de nanosatellite étudiant. Je l'encourage fortement. Si j'avais eu ça à mon époque à l'ECO dans les années 80, je l'aurais fait, plutôt que de simples fusées qui ne dépassaient pas le kilomètre. Qui était très intéressante aussi en termes d'électronique et de fun entre étudiants, de club technique. Vous voyez, donc ce nanosat étudiant a tout ce qu'a le satellite ou le camion. On voit les antennes, la télémesure haut débit en bande X à 8 gigas. Vous voyez un exemple d'une nano télémesure haut débit bande X fabriquée à Rennes, tout près d'ici, par
une entreprise bretonne, des optiques, du contrôle d'attitude, de la TMTC en bandes, un récepteur GPS, etc. Le CNES a un réseau de stations sol, mais toutes les agences spatiales et même de plus en plus des sociétés privées ont leur propre réseau de stations sol pour recevoir les satellites. On a en blanc les stations du MUM et en bleu les stations du minimum, du multi-mission, MUM veut dire multi-mission network. Vous avez pour le MUM Kiruna en Suède, Osagel près de Toulouse, Kourou, Artovichok en Afrique du Sud, et on rajoute de plus en plus de stations en bleu, des stations plus petites, les plus nombreuses, qui à La Réunion, en Amérique du Sud, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon. On a aussi des liaisons intersatellites pour l'exploration. On a travaillé sur une liaison intersatellite du CNES pour le projet ESA, Agence spatiale allemande et Agence spatiale française, le CNES, s'appelle Rosetta. Rosetta avec son atterrisseur Philae qui s'est posé sur une comète en 2014, la comète Churyumov-Gerasimenko. C'était un très gros succès. Vous voyez une photo de la comète vue depuis l'atterrisseur posé sur la comète. Il s'est posé un peu en biais après quelques rebonds, mais c'était une première mondiale, au point que le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique à l'époque téléphonait à la NASA pour lui adresser ses félicitations. Mais l'administrateur de la NASA a dû dire que c'était pas nous, c'est les Américains, c'était les Européens qui avaient réalisé cet exploit. Vous voyez la liaison intersatellite avec ses équipements, émetteurs, récepteurs et les antennes, ils sont aussi redondés, qui est fait aussi par l'entreprise bretonne dont je vous ai parlé. Vous voyez une photo aussi de Deep Impact, parce que cette même liaison a été utilisée par la NASA directement, qui l'a commandée pour sa sonde Deep Impact en 2005, qui a exploré la comète Tempel en créant un impact. Et il y avait un orbiteur qui filmait l'impact, et le film a été retransmis par cette liaison radio vers l'orbiteur, qui est toujours autour du Soleil, en orbite. On travaille aussi sur une liaison intersatellite pour un rover franco-allemand qui s'appelle Idefix, comme le chien d'Astérix et Obélix. Donc vous voyez des maquettes ici, mais maintenant il a été testé. Et il va rouler sur Phobos, la plus grande des deux lunes de Mars. Et vous voyez dans la liaison intersatellite en bande S, toujours 2 et 2,2 gigas, et beaucoup plus petite. C'est comme une TMTC de nanosatellite faite par cette société bretonne encore une fois. Et ça va être une grande aventure avec le lancement en 2026. Ça va être une nouvelle belle aventure spatiale. Je vais vous passer une petite vidéo sur Galileo, le rôle du CNES et d'autres collègues avec qui nous travaillions de l'Université des Forces armées allemandes, le CNES et UniBVM, ayant défini les signaux de Galileo première génération. Ce qui nous a conduit à le prix de l'inventeur européen. Les signaux Galileo de première génération ont été inventés par le CNES et pour certains ses partenaires, l'UniBVM, il y en a 10. 8 ont été inventés par le CNES et 6 brevetés par le CNES. Right after we won the European Inventor Award of 2017, we were invited to attend live the launch of the Galileo satellite. It was a spectacular experience to be allowed to experience live
the launch of Ariane 5, carrying on board the satellites that just a few weeks later will be transmitting from space the very same signals that some years ago we have developed and have been drawing on a serviette in a Washington restaurant. The story starts in 2004 in a restaurant in Washington. Scientists from Europe have traveled here to talk about the future of European satellite navigation with their American colleagues. But the negotiations are a failure for the Europeans. That same evening, they discuss what to do next. From the start, we wanted to develop signals that were useful to the users for the next 20 years. Our ambition was to develop a system that would be the best for the next decades, not just as good as GPS, which was our main competitor at that time, but better. The 5 researchers have to ensure that Europe can build its own system of satellite navigation in orbit. Galileo. They are the waveform sculptors. They designed the signal for the Galileo satellite navigation system. Bonjour, je suis Jean-Luc Isler, je suis de France. Me llamo José Ángel Ávila Rodríguez, soy español. Ich bin Günther Heiden, ich bin Deutsche. Bonjour, je suis Laurent Lestarki, je suis français. Je suis Lionel Ries, je suis belge. Without the work of these 5 men, Europe may not have been able to reach for the stars. We had to sculpt a superior signal that nobody would believe to be possible. And finally, we successfully designed signals having an unsurpassed accuracy already. They are more accurate than all the other satellite navigation systems in the world. The robustness and the positioning accuracy of Galileo first generation is already the best one, but it will be again improved thanks to a new positioning service, so-called the high accuracy positioning service. The accuracy will be better than 20 centimeters. Galileo is currently at the initial operation capability stage with 22 active satellites in orbit and is already used by 1.5 billion users worldwide. At the moment, we are again sculpting the future with the finalization of the data message improvement for the current generation of Galileo in order to provide the full services. We greatly contributed to the development of the Galileo first generation from the beginning. And now that the system is already providing initial open services, we have already started to work on the next generation. The Galileo second generation satellites will be launched somewhere beyond 2024 and will transmit signals that will be up in the skies until mid of the 21st century. Since none of us has a crystal ball, Galileo's second generation has to be built to be flexible and to be robust. Flexible in order to accommodate the needs of the users in about 30 or 40 years, and robust to withstand the challenges of a changing world like unintended and intended interferences and cybercrime. The new system will be backward compatible. Digitalization will play a major role in terms of adaptability and applications. The new services of Galileo first generation will show very soon significant progress in terms of accuracy, also in terms of authentication, to reach the full operational capability. Galileo's second generation will be a significant step forward. The works are going on, but it is too soon to speak about it anymore. For their patented inventions for the first generation signal of Galileo, the 5 were awarded the European Inventor Award in 2017. Galileo is a European success story. This year, 2020, has clearly shown how fundamental it remains to be for a society in general, to be able to depend on your own means, on your own capabilities, when it comes to providing services to the citizens. That's exactly the same reason why we continue to work to improve the Galileo first generation, now towards the next step,
There are two main reasons why it was the right way for Europe to build its own satellite navigation system. First of all, we needed our own satellite navigation system under our own control, a system that would break the monopoly of the previous GNSS systems. And secondly, there's so much high-tech manufacturing involved in satellite navigation that there's no better place to do that than in Europe. It really is a space project for every citizen. Technology that affects everyone, not only when they navigate with their phones. GNSS is a fundamental backbone of modern society. When making a phone call, for example, the base stations are synchronized by GNSS. It's used in the critical infrastructure of every country. It impacts every business, and therefore it's vital that European countries have access to their own satellite navigation system. The European Commission recently announced that it will accelerate its investment in launches, space exploration, and the implementation of the second-generation navigation satellites to ensure European space sovereignty. Galileo is the centerpiece of this sovereignty and is set to become the most modern GNSS in the world. It's a big honor being able to provide the elementary part of such a system. I hope we will be able to experience the launch of the first satellites of the second generation, but this time transmitting the new signals that will be up in the sky for the next 50 years of global satellite navigation made in Europe. Et on va continuer avec l'architecture des systèmes de navigation par satellite. Il y a la constellation GPS ou Galileo qui envoie ses signaux de navigation vers un segment somme de mesure et de calcul qui élabore les orbites des satellites et calcule leur temps. Ces informations sont envoyées au centre de contrôle des satellites qui renvoient vers les satellites leur propre orbite et leur propre temps qu'ils peuvent diffuser vers les utilisateurs, munis de récepteurs GPS ou Galileo, dans les signaux de navigation. Donc les signaux permettent de faire des mesures de distance, des mesures de Doppler. C'est des mesures de distance monodirectionnelles, donc on les appelle des mesures de pseudo-distance. Mais il y a aussi les données de position des émetteurs. Pour connaître la distance, il faut connaître la position des émetteurs. Les signaux de navigation actuels, les premiers signaux GPS par exemple, étaient du Binary Phase Shift Keying. C'était des trains d'impulsion carrée pour leur code pseudo-aléatoire, avec un pic de corrélation rectangulaire et une forme spectrale avec un lobe principal et des lobes secondaires. Les signaux de radionavigation moderne sont de plus en plus de type BOC. Pour un symbole, un seul bit, on peut avoir plusieurs transitions. Deux transitions montantes, par exemple, ou 2 transitions descendantes dans le cadre de l'exemple. La fonction de corrélation est plus compliquée. Et on a 2 lobes secondaires. Et ces lobes secondaires, 2 lobes principaux, pardon, au lieu d'un. On appelle ces signaux Binary Offset Carrier, BOC. Et on peut utiliser les signaux BOC lorsqu'on a une fréquence centrale, un autre signal ou une source d'interférence. Pour se protéger des interférences, on écarte le signal utile des 2 côtés par rapport à la source d'interférence. C'est ce que font de plus en plus de systèmes GNSS. Il y a des charges utiles de navigation, bien sûr, qui génèrent les signaux avec une charge utile. Vous voyez ici, pour Galileo, un exemple, avec le récepteur des signaux qui viennent du sol, qui contiennent les positions des satellites, qu'on appelle les éphémérides, et le temps, les éphémérides horaires, un générateur de signaux de navigation, qui est piloté par une horloge, le modulateur, le générateur de porteuses, les amplificateurs et l'antenne d'émission. Vous voyez une antenne d'émission de navigation en haut à droite. Un exemple de satellite Galileo de première génération avec son antenne de navigation et une antenne Search and Rescue, recherche et sauvetage, qui
qui est une autre fonction des satellites Galileo. Avec un satellite de 680 kg, mais les satellites de deuxième génération seront plus gros. On utilise aussi la navigation par satellite à bord des satellites. Je l'ai déjà dit au début, avec le camion qui a son récepteur GPS ou Galileo, mais la plupart des satellites en orbite basse ont un récepteur GPS ou Galileo, comme ceux fabriqués par la société bretonne dont je vous ai parlé, en partenariat avec le CNES. Ça fait 9 par 9 cm fois 3 cm de hauteur à peu près, vous le voyez sur la figure. On y connecte directement une antenne de navigation, un patch de 9 cm de diamètre. On peut en avoir des plus petits. Et ça peut faire une expérience intéressante pour un nanosatellite d'ailleurs. Avec des versions bifréquences, on corrige l'erreur d'ionosphère, on peut avoir une orbite très précise, on mesurait la ionosphère, faire des expériences scientifiques de space weather, etc. Ou des radio-occultations pour étudier l'atmosphère terrestre, par exemple. Mais il y a une nouveauté dans le domaine de la navigation par satellite qu'on appelle le LEO-PNT. Des constellations complémentaires, GNSS, en orbite basse. Parce que les satellites Galileo ou GPS sont à plus de 20 000 km d'altitude. Mais en orbite basse, à 800 km ou 1000 km d'altitude, on aurait ce type de système. On aurait toujours les satellites GPS Galileo qui envoient des signaux vers les utilisateurs, mais aussi vers une constellation de satellites en orbite basse, typiquement 300 satellites pour couvrir toute la Terre. Et ces 6 satellites en orbite basse réalisent l'orbit determination and time synchronization, l'ODTS, la détermination en temps réel à bord de leur propre orbite et de leur temps, et diffusent leurs signaux de navigation avec leur éphéméride calculée en temps réel à bord. Il n'y a plus besoin du circuit avec le sol pour retransmettre à bord des satellites en orbite basse leur propre orbite et leur propre temps. Et ces signaux envoient les satellites, sont envoyés vers les utilisateurs également. Et le centre de poursuite et de contrôle des satellites en orbite basse ne fait qu'envoyer les ordres et recevoir les télémesures de la plateforme, température, tension, etc., pour voir si tout va bien à bord. L'intérêt de ces constellations, le but pourquoi tout ça, LEO-PNT, c'est que ces satellites en orbite basse défilent tellement vite que lorsqu'on en reçoit plusieurs, a priori au moins 6, un récepteur au sol peut faire des levées d'ambiguïté de phase non ambiguës et avoir un positionnement en temps réel de quelques centimètres près. Et si on a quelques centimètres près en temps réel, c'est très intéressant pour les voitures autonomes. C'est pour ça que des constructeurs de voitures autonomes américains, chinois, japonais, européens cofinancent le développement en cours de ce type de système. Aux Émirats arabes unis, il y a un système GNSS-AES en cours de développement. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Il y a un prototype qui s'appelle FutureNav, visé par l'Agence spatiale européenne, également en cours de développement. Et plusieurs projets en Chine. Il y a un exemple de charge utile de navigation pour nanosatellites fabriqués par la société bretonne. Pour des petits nanosatellites LEO-PNT. Maintenant, passons aux liaisons optiques. Ces liaisons optiques vont permettre, et ont déjà permis, il y a déjà des expériences en orbite, des liaisons de données à 100 gigabits par seconde, voire plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 gigabits par seconde entre le satellite et la Terre, pour descendre beaucoup d'images. En bande X, à 8 GHz, on est limité à un peu plus de 2 GHz. En bande K, on est limité vraiment grand max à 8 GHz pour une seule polarisation. Mais là, ça peut être 200 gigabits par seconde, et même pour les télécoms spatiales, on peut dépasser le terabit par seconde en liaison laser. Donc
ça ne s'arrête jamais, c'est toujours des progrès. Il n'y a pas de réduction de la croissance des besoins de débit, mais la technologie suit toujours et on passe par les lasers. Pour ça, il faut qu'on ait des stations sol un peu plus nombreuses, parce que quand il y a des nuages, ça bloque. Et si on a une diversité de sites, et ben si une station est bloquée par des nuages, on peut passer la suivante. Le satellite défile et parcourt la Terre entière. Vous voyez une architecture de liaison optique. On a à droite le terminal de transmission optique à bord. L'antenne devient un télescope avec deux axes. Il y a un dispositif de pointage, acquisition et tracking, le PAT. Il y a la modulation, le codage et la mise en trame des données. Le signal est amplifié avec une collimation, ça rentre dans le télescope qui pointe avec son PAT. Ça passe à travers l'atmosphère qui apporte des scintillations ionosphériques et des nuages. Donc il y a un gros volet propagation optique qu'on étudie beaucoup. Et au sol, on a une station sol optique. C'est comme un observatoire d'astronomie, c'est un télescope avec sa coupole pour la protéger, avec un PAT pour aussi pointer. Il peut avoir aussi une balise qui pointe vers le satellite. Donc les deux envoient des faisceaux, un faisceau bas débit vers le ciel et un faisceau très haut débit vers la Terre qui vient du satellite. Au début, les deux faisceaux se cherchent et quand ils s'alignent, les détecteurs passent en mode de poursuite. Au début, ils font des recherches en spirale. Tout est standardisé maintenant pour ces modes de recherche. On amplifie et on décode dans les stations sol. Je vais vous montrer, il y a plein de modulations possibles. La modulation du futur, c'est le QPSK pour les liaisons de télémesure optique très haut débit entre les satellites et la Terre. Aujourd'hui, il y a aussi une modulation classique, robuste, mais à moins haut débit, de 10 gigabits par seconde par canal, c'est on-off gain, en tout ou rien. Mais là, je voulais vous parler de la modulation pour les liaisons avec les sondes spatiales très lointaines dans le système solaire, que ce soit en radiofréquence ou en optique, c'est la Pulse Position Modulation. On définit le codage par la position d'impulsion dans un des créneaux possibles. Sur ce schéma, vous avez 16 créneaux possibles. Donc quand l'impulsion à droite, en rouge, est au troisième créneau, c'est le bit 3, 0, 0, 1, 1. Quand elle est au 12e créneau, c'est le bit 12, 1, 1, 0, 0. Quand elle est au 10e créneau, c'est le bit 10, 1, 0, 1, 0. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc, quand on a 16 positions possibles, on a 2 puissance 4 positions possibles, donc on transporte 4 bits, vous voyez, il y a 4 groupes de 1 ou de 0. Mais parfois, le signal reçu est dans un seul photon. Donc on peut avoir 4 bits dans un seul photon qui vient de la sonde à l'autre bout du système solaire. C'est ça qui est presque magique. On peut avoir plusieurs informations dans un seul photon. Je vous laisse réfléchir à cela. On a fait nos premières manip. Oui. Il va falloir terminer. Je termine. La première station sol, le CNES Observatoire de la Côte d'Azur, a fait des manips avec des satellites japonais, allemands, mais aussi la station spatiale. Et notre station sol optique, FROGS, French Optical Ground Station, a pu être inaugurée l'année dernière, au mois de mai. On a reçu des satellites, un satellite géostationnaire à 10 gigabits par seconde, pratiquement. Téléo, un récepteur émetteur optique français à bord de ce satellite Badr 8. Et l'année prochaine, on va recevoir un terminal optique à bord d'un satellite français d'observation de la Terre, CO3D. On va lancer une constellation de 4 satellites d'observation de la Terre. Et j'en ai terminé. Vous pouvez en savoir plus sur le site du CNES,
CNES.fr, mais le site jeune du CNES, aussi CNES-jeune.fr, notamment pour les clubs scientifiques. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. J'avais une petite question. Au début de la conférence, vous aviez évoqué votre parcours et tout ça, et vous avez justement évoqué la citation, une citation qui était l'électronique du futur sera numérique. Est-ce que c'est bien ça déjà? Absolument, oui. Les récepteurs du futur seront logiciels. Ok. Et aujourd'hui, avec justement vos backgrounds, vous en pensez quoi? Est-ce que ce sera toujours le cas ou Oui, c'est déjà le cas. De plus en plus, on a des récepteurs au sol, en orbite, où on a un convertisseur analogique numérique derrière l'antenne, avec un amplificateur ferme de bruit. Et les échantillons arrivent directement sur un software defined radio, un processeur qui réalise les traitements des échantillons à haute cadence, qui les cumule pour avoir des échantillons à moins haute cadence qui sont utilisés pour démoduler, pour faire des mesures de phase et des mesures de distance. Donc on trouve vraiment... Ça a commencé par le bas débit. Les récepteurs bas débit software defined radio sont très courants. On peut aussi avoir des émetteurs software defined radio avec un convertisseur numérique analogique pour transmettre des signaux générés numériquement. Et c'est vraiment dans le domaine courant et ça continue à s'améliorer pour des débits de plus en plus grands, les software defined radio. Mais c'est vraiment une réalité. À l'époque où j'avais cité ça, c'était déjà une réalité pour le bas débit. Et maintenant, pour le haut débit, pour des mesures de radio-localisation plus complexes, c'est aussi... Donc on trouve de tout. Il y a des architectures classiques, mais on a de plus en plus de software. Avez-vous d'autres questions? Oui. En termes de SNR classique, vous êtes à peu près à combien? Je ne sais pas si vous avez le droit de répondre, mais de SNR classique sur une bande, je sais pas, la bande de 2 Go par exemple. Pour pouvoir démoduler, ça dépend de l'énergie par bit, donc ça dépend du débit, mais par exemple pour une liaison GNSS à 2 Go, parce qu'on a des liaisons GNSS à 2 Go, il faut des rapports C sur N0 de l'ordre de 40-45 dBHz. Mais pour des débits plus élevés, on peut avoir des C sur N0 de 60-70 dBHz. On obtient le rapport signal à bruit en fonction de la bande de données. On multiplie par la bande. Avez-vous d'autres questions? Peut-être une dernière? J'ai fait mon temps de mon côté. Merci beaucoup, Jean-Luc, c'était très intéressant. Il n'y a vraiment plus de questions, c'est bon? Encore merci pour votre attention. C'était avec plaisir. Un grand plaisir de revenir dans l'amphi Janto de lycée. Je vous souhaite une bonne soirée et tout le meilleur pour la suite, que ce soit la suite de vos études ou la suite du cours au club d'astronomie d'Angers. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année.